Donc nous, moi, c'est tout ECMO, le sujet que je dois traiter. Ça tombe bien parce que je ne savais pas qu'il y avait autre chose. Et surtout parce que dans mon centre, je travaille avec Erwan Fleischer. On l'appelle cannulator en salle de café, parce que là, tout de suite, il met l'ECMO. Oui, il y a ces deux bistouris qui sont déjà prêts, mais bon, bientôt, on va faire beaucoup plus de percutanées, donc il y aura moins besoin de bistouri. Parfois, il sera encore très actif. Donc voilà, c'est tout. Et puis, bon, en 2020, il y a des recommandations d'experts là, qui ont associé plusieurs sociétés savantes. Alors eux, post-cardiotomie extra-corporal life support, donc ils ont tout de suite passé à l'ECMO, ils n'ont même pas pensé qu'il pouvait y avoir autre chose. Alors, on apprend qu'il faut faire ça précocement, donc on ne va pas jouer avec d'autres systèmes. Et puis, bon, il faut quand même avoir une option, espérer une recovery, une récupération, ou qu'on soit comme en bridge vers quelque chose. Et puis, quand, on en a parlé juste avant, quand la prise en charge devient réfractaire. Alors c'est vrai que si on lit entre les lignes, je ne sais pas si les Américains qui ont poussé, mais il faut avoir des drogues et puis aussi une contre-pulsion. Ce qui n'est pas trop notre pratique. Peut-être dans d'autres centres, on met facilement une contre-pulsion avant de passer à autre chose. Ce n'est pas notre cas. Et puis, l'ECMO, c'est un outil super robuste. C'est une technique qui est connue, qui est maîtrisée. On a du recul sur ces données de l'LSO qui étaient publiées dans Critical Care Medicine en 2021. On voit qu'il y a un usage de plus en plus important de l'ECMO à travers, en tout cas, les centres ELSO qui montrent quand même qu'il y a une bonne adhésion à la technique et que probablement elle est, entre guillemets, facile, aisée d'utilisation. Et puis en plus, nous, ça tombe bien parce qu'au bloc opératoire, on est tous déjà là. Tous les gens qui sont nécessaires à la bonne mise en marche de l'ECMO, ils sont présents à la salle. Là, je vois le perfusionniste, les chirurgiens, l'appareil de Théo, patient intubé. Je ne trouve pas l'anesthésiste. Alors, c'est pas, je sais pas où il est. C'était Alexandre Mansour qui était en salle. Non, mais je suis venu exprès, j'étais ailleurs. Je sais pas où il était, Alexandre Mansour. Il faisait répéter un interne pour son Master 2. Excuse-moi, Alexandre. D'habitude, on a un anesthésiste. Alors, ce qui est bien à l'ECMO, c'est que ça permet de supporter le cœur, mais en fait, finalement, pas seulement. Là, je vous ai montré sur cette courbe, là, c'est des données issues de l'étude Provex de David Lagier c'était sur la prévention des complications pulmonaires, mais on voit qu'il y a plus de 50% qui ont des patients qui auront des complications pulmonaires après chirurgie cardiaque. Donc l'ECMO, c'est super parce que aussi ça vous permet de faire plein de choses au niveau respiratoire, oxygéné, épurer le CO2, vous pouvez appliquer une ventilation protectrice, prévenir les VILI, ça vous aidera même à extuber. Donc voilà, une propriété aussi qu'il ne faudra pas négliger de la part de l'ECMO. Et puis, histoire de brosser un peu dans le sens du poil les modérateurs, là ce sont des données issues de la PTCL Pétrière, donc 4796 patients en 3 ans, et ces patients, il y en avait 7% qui étaient sortis sous ECMO VA, c'est pas mal quand même, et mais il y avait beaucoup de transplantations, beaucoup de LVAD, beaucoup de sens cardiaque, et 66% une insuffisance rénale Cadigo 3, c'est un peu autre chose que les Cadigo 1 de ce matin, et 92% ont bénéficié d'une épuration extra-rénale, et c'est bien l'ECMO parce que vous allez pouvoir brancher la dialyse sur l'ECMO. Alors, je ne rentre pas dans le débat des configurations, parce que moi, j'ai du mal, ça me donne mal à la tête, mais en tout cas, quelle que soit la configuration que vous préférez, vous allez pouvoir brancher votre appareil de dialyse, donc c'est super, il n'y a pas besoin de s'embêter à mettre un cathé, surtout que vous avez déjà mis une Swan-Ganz avant, donc il n'y a plus beaucoup d'accès. Et en plus, il y a le Bichat qui nous dit que c'est vachement mieux sur les filtres, ils durent plus longtemps, et puis en plus, on aura un meilleur débit. Bon, c'est une petite cohorte, mais comme ça va dans mon sens, je n'ai pas hésité à la mettre. Donc l'ECMO, ça va servir quand même pas mal de choses. Et est-ce qu'il y a des alternatives? Alors oui, il y a des alternatives. Malheureusement, Philippe Godard va vous en parler après. Il va essayer de vous en parler après. Bon, on voit quand même que VA-ECMO, ça va bien pour le support du cœur droit et le support du cœur gauche. C'est le seul. Et puis moi, je vais me concentrer sur la contre-pulsion et l'Impella, parce que les autres, je n'ai pas l'expérience, je ne vais pas dire n'importe quoi. Et peut-être pas vous non plus trop. Alors, la contre-pulsion, alors ils en parlent aussi dans les recommandations. Ils disent, parfois, avant l'ECMO, ça peut être pas mal. Alors, c'est quand même, nous, c'est pas notre pratique, ça arrive parfois. Et puis, on voit en plus que le niveau de preuve, il est encore plus faible. Bon, avec l'ECMO en décharge, mais ça, c'est encore un autre débat là, qu'on a eu hier lors d'une session avec Pierre Guarguino. Et puis, surtout, on nous dit à ne pas utiliser pour la dysfonction sévère. Donc, du coup, c'est vrai que la contre-pulsion, puis elle est critiquée pour plein d'autres raisons. Donc, on est un peu moins motivé. Peut-être, avant de passer à l'ECMO, vous pouvez essayer la contre-pulsion.
Alors, la grande alternative auquel on pense, bien sûr, c'est l'Impella. Et là, effectivement, contrairement à ce que je disais dans les recommandations, il l'évoque quand même avec voilà, le level of evidence C, donc c'est pas terrible. Et ils disent, à la place de l'ECMO, bon, ils le disent quand même carrément, pour la déférence monoventriculaire. Donc ça restreint quand même. Et puis, bon, il ne faut pas trop avoir de déférence non plus. Il l'évoque aussi avec l'ECMO en décharge. Et c'est sûr que l'HAS avait eu la même idée, et donc la mise en place d'une Impella en post-cardiotomie était pris en charge. Mais bon, quand on lit bien, il ne faut pas avoir d'assistance respiratoire, pas de défense multiviscérale sévère, donc c'est bon, voilà, c'est quand même des patients un peu sélectionnés. Et bon, vous savez que Philippe, qui a toujours un peu la dent un peu dure, avait dit à cette occasion, ringard l'ECMO. Et quand je regarde le document de l'HAS, c'est bien parce que ça m'a évité de faire trop de PubMed, parce qu'ils avaient déjà tout fait pour moi. Et ils nous ont montré quand même voilà, que c'est 135 patients sur 4 études rétrospectives. Certes, il y avait le mot multicentrique quand même aux USA. Et puis l'Impella, c'est aussi des contraintes supplémentaires. Alors, bon, je ne sais pas comment vous faites, mais nous, on va être dans la salle A, puis la salle hybride, elle est là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déplace ce malade en salle hybride, mais bon, déjà, il est en état de choc, accroché à sa CEC, ça ne va pas être facile. Et puis, en plus, il faut en faire un abord axillaire avec un tube prothétique, alors que maintenant, on peut faire en percute avec l'écho. Donc, tout ça, ça devient compliqué. Donc, c'est des contraintes. Autre élément, c'est vrai qu'il n'y a pas de priorité pour les patients sous Impella lorsqu'on inscrit le patient en liste. Donc si on avait un projet après secondaire de transplantation, il faudra savoir que ça sera a priori un bridge vers le LVAD ou au moins une récupération qu'il faudra envisager. Donc ça limite encore un peu l'intérêt de l'Impella dans ce contexte. Et là, bon, ça c'est vraiment de la mauvaise foi parce que c'est dans le choc cardiologique ischémique, mais bon, j'ai pas pu résister pour montrer cette grosse série du JAMA. Alors c'est vrai que c'est rétrospectif avec des scores de propension, mais enfin c'est 28 000 malades. Et bon, il n'y avait pas beaucoup d'Impella, et puis en plus, il n'y avait pas beaucoup de 5-0. Enfin, ils n'en savent rien, mais on suppose que c'est des cardiologues, qu'ils n'avaient pas mis beaucoup de 5-0. Et finalement, par rapport à la contre-pulsion, qui est déjà, depuis BAP-Choc 2, a pris du plomb dans l'aile, il y a plus de mortalité, plus de sets d'enseignement. Donc ça donne pas. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens de biomètre. Mais bon, c'est de mauvaise foi, je fais le pour tout ECMO. Hein, ça nous arrive d'en mettre aussi. En conclusion, ECMO, ça c'est ma première conclusion. Ma deuxième conclusion, c'est ne faites pas confiance à l'orateur suivant. Bon, je vous remercie. Erwan, t'as loupé sa deuxième diapo, hein, mais il va te la repasser, ou peut-être il te l'a peut-être montré. Hein. Allez Philippe, te laisse pas faire. Oui, alors bon, on peut ne pas me faire confiance, mais bon, on peut faire confiance aussi au gars qui vous dit faites que de l'ECMO, et puis moi je fais quand même quelques Impella de temps en temps quand même. Enfin, et puis j'avoue que je suis de mauvaise foi aussi. Bon, bref. Alors tout sauf l'ECMO, oui, bon, forcément là c'est pas favorable. Moi je dirais plutôt tout sauf l'ECMO seul, peut-être, ce serait déjà un petit peu plus intéressant. Alors on va un peu vite là en besogne là. Bon. Là, on est effectivement dans un contexte particulier, le post-cardiotomie. Alors, je vais essayer d'éviter de tout mélanger comme on l'a fait, parce que là, effectivement, si on mélange les différentes étiologies de choc cardiogénique, on n'y comprend plus rien à la fin. Hein. Bon. Donc, je rejoins mon ami Nicolas, néanmoins, qui reste ami, sur certaines facilités au bloc opératoire. Hein. On a tout le monde qui est là, on peut décider rapidement, on a du monitorage avancé, on l'a vu, tout ça. Bon. Donc, on est dans des bonnes conditions pour éviter d'arriver à une situation où on a des défaillances d'organes avancées qui s'installent au bloc opératoire. Ce serait quand même le comble dans cette situation-là. Donc, l'argument de se dire, l'Impella, c'est pas pour les malades qui sont un choc avec des défaillances avancées en hypoxémie réfractaire, etc., c'est peut-être un peu moins le cas pour les patients du bloc opératoire. Alors oui, l'ECMO... c'est la plus belle, c'est la plus forte, c'est le grand gagnant. Forcément, ça va être difficile de lutter contre ça, tellement plus fort que des fois, ça te met le cœur au tapis et que tu finis avec un cœur à la poubelle. Alors, oui, l'ECMO, c'est pas tout rose non plus, on a quelques écueils. Bon, je vous apprends rien sur la post-charge du ventricule gauche, c'est d'autant plus mal toléré qu'on est dans une situation d'ischémie-réperfusion de ce pauvre myocarde.
que cette surcharge ventriculaire gauche, elle va générer de l'OAP, elle va générer la tension pariétale. Et on a des très hauts risques de thrombose intracardiaque, d'autant plus qu'on est en post-cardiotomie, qu'on a des valves, qu'on a des sutures, qu'on a éventuellement de la dyskinésie pariétale. Et donc, on va être dans les conditions, on va dire, les plus défavorables de l'ECMO pour tout ce qui est de la circulation du débit transpulmonaire et du flux sanguin dans les cavités cardiaques natives. Et donc, tout cela va être assez défavorable quand même, sur le plan physiopathologique au moins, à la récupération de ce ventricule gauche. Alors certes, on n'a pas les points de priorité à la greffe, mais ce n'est pas le but de greffer un patient qui sort d'une chirurgie cardiaque, on va dire conventionnelle. On n'aura pas assez de greffons pour tout le monde. Enfin, il y a un risque hémorragique qui est accru dans le post-cardiotomie, et l'ECMO, on le sait, génère quand même, continue à agresser les plaquettes en post-opératoire et nécessite une gestion de l'anticoagulation. Alors certes, il faut aussi l'anticoagulation pour l'Impella, mais peut-être qu'on a un petit peu moins d'impact sur la fonction plaquettaire. Enfin, j'insisterai sur ce projet thérapeutique de ces patients-là qui ont été opérés de chirurgie cardiaque. Quand même, l'objectif principal, c'est la récupération. C'est des malades qu'on veut voir sortir sur leur cœur natif et pas forcément sous LVAD ou transplantation. Alors oui, l'ECMO en post-cardiotomie, elle a toute sa place, on ne va pas le nier, on va pas la supprimer, on ne va pas l'acheter à la poubelle, je vous rassure tout de suite, on en fait aussi beaucoup à Montpellier. Par contre, si son indication elle est indiscutable dans les situations de dysfonction ventriculaire droite, voire biventriculaire, elle est quand même plus discutable quand on a une dysfonction ventriculaire gauche isolée, ce qui est quand même pas non plus très rare dans ces situations de chirurgie cardiaque. Alors soit si on a une dysfonction VG isolée, on peut envisager une assistance monoventriculaire gauche avec l'Impella, et si jamais ça ne suffit pas, que le choc se complète et devient plutôt biventriculaire, on sera toujours à temps de rajouter une ECMO. Ou alors, quand on a une défaillance qui est globale, qu'on part sous ECMO, il va falloir très vite quand même imaginer cette décharge ventriculaire gauche si le VG est absolument inopérant et n'arrive pas à ouvrir cette valve aortique. Alors l'implantation de l'Impella, effectivement, ça demande un peu plus d'implication de la part du chirurgien. C'est souvent des chirurgies qui ont été un petit peu longues. On est en fin de journée, le chirurgien il a envie de terminer vite fait. Donc cannuler une ECMO, ça lui prend un quart d'heure. Mettre une Impella, ça va lui prendre 1 heure. En salle hybride, pas forcément. On a le contrôle ETO, on a la possibilité de mettre une scopie dans la plupart des salles. Donc nous, non, on ne le fait pas forcément. On ne déplace pas le malade en post-chirurgie cardiaque pour aller mettre une Impella 5.0. Mais on a la tentation du chirurgien, il dit, bon écoute, je te mets une ECMO, si tu n'es pas content, tu vas aller mettre une Impella CP avec les cardiologues, et puis basta. Oui, bon, c'est quand même pas forcément non plus une situation idéale. L'HAS l'a reconnu, tu l'as dit, avec l'attribution d'un remboursement de l'Impella 5 uniquement pour l'indication de choc post-cardiotomie, donc sur la base d'un certain nombre de données que tu as évoquées, je vais reprendre rapidement. D'abord, l'ECMO en post-cardiotomie, c'est quoi le résultat ? Eh bien, sur les séries qui sont publiées, c'est quand même pas des survies extraordinaires. Hein. On a 65% de mortalité, et ça bouge pas trop depuis pas le temps. Alors peut-être que ça s'améliore ces dernières années, parce qu'on arrive à mieux travailler, mais c'est quand même une mortalité qui est largement supérieure à 50%. Et quand on regarde dans les typologies de patients, c'est vraiment les patients qui ont une défaillance ventriculaire gauche isolée, qui vont être qui vont souffrir le plus de cette assistance par ECMO véno-artérielle, hein, avec une surmortalité pour ces patients-là. Donc là, c'est la seule étude où on a un petit peu différentes étiologies qui sont regroupées, mais un certain nombre d'indications de post-cardiotomie. Alors l'Impella, effectivement, c'est des petites séries, c'est du rétrospectif. Pour autant, la mortalité est ce qu'elle est. Hein, au niveau, ça, c'est pas un critère qu'on arrive à falsifier sur les études.
la mortalité intra-hospitalière, elle est plutôt de 40%. C'est-à-dire une survie proche de 60% pour l'ensemble des séries. C'est quand même pas inintéressant. Nous, dans notre expérience initiale qu'on avait publiée, on avait un certain nombre de patients sous Impella ou ECMO plus Impella, quelques-uns en post-cardiotomie, et vous voyez sur le trait rouge, ils avaient une survie qui était proche des 80%. Donc ça reste quand même une indication qui est intéressante pour l'Impella. Dans les séries publiées par La Pitié, parce qu'ils font pas que de l'ECMO aussi à La Pitié, ils font aussi des Impella de temps en temps, ils avaient 29 patients dans le post-cardiotomie, là aussi 60% de survie à la sortie de l'hôpital. Donc quand même, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Alors juste quelques éléments, on a un patient là qui a 55 ans, qui a un syndrome coronaire aigu tritronculaire, avec une altération de la fonction VG assez importante. Il est décidé de le revasculariser chirurgicalement de façon urgente. Évidemment, en sortie de CEC, ça ne se passe pas très bien. Alors là, c'était une époque où on avait encore quelques anesthésistes qui utilisaient un petit peu d'adrénaline quand on ne s'en sort pas. Mais très clairement, c'est pour prendre la décision d'assister ce malade. Ce n'est pas pour les sortir sous adrénaline de salle. Il a été décidé de mettre en place une Impella 5.0 par voie axillaire, que vous voyez ici. L'évolution, c'est un patient qui a quand même saigné, pas mal. Il avait été imprégné d'antiagrégants en préopératoire. Il a fait son insuffisance rénale aiguë, il a été dialysé. Il a pu être rapidement sevré d'adrénaline, puis noradrénaline. C'est l'idée d'une cure de lévocimandant pour sevrer cette Impella au bout de quelques jours, et elle a été explantée à J8. Et à la sortie de Réa, il avait une FEVG à 40%, ce qui n'est pas si mal dans sa situation. Autre cas de figure, un patient, 68 ans, une endocardite sur la valve aortique. Et avec un OAP massif déjà, une insuffisance aortique sévère, un bon VD. Il est opéré en urgence, il a le remplacement de valve plus un pontage. Pas de sortie de CEC, il ne répond pas aux amines, il est mis sous ECMO. Sous ECMO, on maintient une bonne dose de dobutamine pour essayer de garder une fonction VG. On a une TCO2 qui traîne entre 10 et 15, une TV malheureusement entre 2 et 3. Il y a une grosse vasoplégie, de forte dose de noradrénaline. Il est dialysé lui aussi, on n'arrive pas à le réveiller parce qu'il s'agite. Les débits d'ECMO nécessitent des débits d'ECMO relativement élevés, et à chaque fois qu'on essaie de le réveiller, il chute sa SVO2, il chute son IRS, et ça ne se passe pas très bien. Vous voyez ce qu'on a à l'échographie chez ces malades-là. Voilà, un VG qui a toutes les peines du monde à se contracter, du sludge dans les cavités, une valve aortique qui, la plupart du temps, ne s'ouvre pas, ou très peu, avec des risques de formation de thrombus à la fois dans les cavités cardiaques ou sur la valve prothétique qui vient d'être implantée. Donc ça, vraiment, c'est des situations qui sont extrêmement compliquées à gérer au long cours. Et à 68 ans, on n'a plus accès à la transplantation. Et parfois, ça finit comme ça. Là, c'était une femme récemment, 68 ans, elle a été opérée dans un autre établissement et en post-chirurgie de remplacement valvulaire mitral biologique, elle se met en choc cardiogénique. Alors, ils mettent un ballon de contre-pulsion, ils nous l'adressent. Elle est mise sous ECMO, le ballon, on ne peut pas le garder parce qu'elle avait un choc hémorragique sur le site d'implantation du ballon, il a fallu le faire sauter. Il n'y a malheureusement pas eu la décision immédiate de mettre une Impella, et au bout de quelques heures d'ECMO, on a ça. Voilà. Donc quand on a ça, écoutez, game over, quoi. On rentre à la maison. Donc voilà, moi je pense qu'il y a la place pour différentes stratégies. L'ECMO, bien sûr, est incontournable. Il faut faire très attention à l'ECMO à tout va. Dans le choc cardiogénique post-chirurgie cardiaque, c'est la simplicité, c'est la facilité. Le malade, il sort de salle, mais qu'est-ce qui devient après ? Ça, c'est plus compliqué. Et donc, je pense que sur les malades qui ont une défaillance gauche isolée ou prédominante, ou en tout cas qui ont toutes les peines du monde à injecter sous ECMO, je suis désolé, mais il faut avoir une décharge active. Alors, l'Impella 5, c'est un bon exemple.
Ça peut permettre soit de sortir seul sous Impella, soit de rapidement sevrer cet ECMO véno-artériel et de conserver qu'une assistance mono-gauche. Ça simplifie quand même les choses. Et puis, si on n'a pas accès à l'Impella ou si c'est trop compliqué pour les chirurgiens à implanter, pensez au modèle percutané, à l'ACP. On a un peu moins de fiabilité là-dessus sur la durée ou pour le sevrage de l'ECMO, mais en tout cas, ça décharge efficacement. Donc, voilà, Nicolas, ce que je peux répondre de toute bonne foi, en essayant d'être pragmatique sur l'utilisation des décharges et de l'assistance monogauche. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Je ferai simplement une remarque, c'est qu'il ne faut surtout pas les opposer, au contraire, il faut les associer, comme tu l'as dit Philippe, et comme je pense Nicolas le suggère. C'est vrai que moi je trouve qu'on est quand même embêté avec cette Impella, pas par l'Impella, parce qu'à Bordeaux on en met aussi, hein, mais on est embêté par le fait qu'elle ne génère pas de points pour la transplantation, parce que on partait d'un tableau à 3 entrées, c'est-à-dire une part oxygénation droite-gauche, et maintenant on est obligé d'intégrer récupération ou pas. Et ça, c'est un vrai problème, parce que quand on part sur l'Impella et que, comme l'a dit Nicolas, ça ne va pas récupérer, on se retrouve dans une impasse. Alors, on peut mettre des canules pour avoir des points, mais c'est pas très élégant, hein. Non, c'est certain. Bon, après, là, on est dans un cas de figure particulier, Alexandre, c'est quand même l'objectif principal et la récupération. La plupart de ces patients-là, quand même, c'est vraiment... Alors, nous, on a eu le cas, une patiente qui est sortie d'une chirurgie valve-aortique simplex, qui avait une valve qui était un petit peu à cheval sur le tronc coronaire, qui a mal supporté et sortie sous ECMO. On avait reposé la valve, sortie sous ECMO, puis après mise en place d'une Impella CP après le contrôle coro, tout vraiment très rapidement. Elle n'a jamais récupéré. Elle est partie avec un bon cœur. Et elle a été greffée, oui. Oui, non, mais on fait le pari en post-cardiotomique, ça va récupérer. Voilà, mais on ne peut pas dire que ça n'arrive pas, mais c'est voilà, rare. Hein. C'est plus rare, c'est sûr, c'est plus rare. Oui, Julien ? Est-ce que la vraie indication, c'est pas de mettre ton ECMO qui est rapidement implanté et du coup qui permet quand même de déchoquer le malade, et ensuite de mettre une Impella, éventuellement une 2.5 qui souvent suffit à faire la décharge, plutôt que de vouloir aller mettre un dispositif qui est, comme tu le disais, encore vous êtes aguerri parce que vous en mettez souvent, et plus long à mettre, et qui va prolonger le choc cardiogénique de ce patient et être potentiellement très délétère. Non, dans les cas de figure, on a eu l'implantation directe bon, ça rallonge, hein, il faut être honnête, et souvent les chirurgiens sont réticents à rallonger ce temps-là. C'est parfois une bataille. Mais si le patient n'a besoin que d'une assistance gauche, et en particulier sur des cardiopathies ischémiques, je trouve que c'est dommage de s'en priver. Et alors certes, c'est une solution dégradée d'aller mettre une Impella percutanée sur une ECMO qu'on a mis en place pour sortir de salle. Il faut aller très vite, parce que la stase, elle s'installe vite, les thrombus, ils se forment vite, et la souffrance myocardique, elle se prolonge quand c'est comme ça. Et donc là, il faut vraiment les décharger très très vite. Personnellement, les 2.5, on n'en met plus. Après, c'est les CP. Les CP sur petit gabarit, vraiment tout petit gabarit, mais sinon c'est la 5.0. Après, c'est pas le même Dès que tu mets les 2.5, tu es obligé de passer à autre chose après. Tu vois. Mais je veux dire, en décharge, tu mets ton ECMO, tu mets la 2.5, ça suffit. Oui, mais pas l'idée c'est d'avoir une approche multimodale, c'est-à-dire qu'après tu peux sevrer le CLS et puis laisser l'assistance mono-gauche. Tu testes comme ça ton VD, tu réhabilites ton patient, il marche, etc. Tu ne feras pas ça avec la 2.5, hein, ça c'est clair. Et autre question, est-ce qu'il ne faut pas la mettre systématiquement quand on met une ECMO chez un mitral? C'est ce que tu as montré, cette fameuse thrombose, c'est sur une mitrale, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est la dysfonction choc cardiogénique, ECMO sur la valve mitrale, que ce soit une bioprothèse, alors voire pire une mécanique. Est-ce qu'il ne faut pas d'emblée mettre un ballon, enfin une Impella plutôt qu'un ballon, parce que ça ne marche pas le ballon? Oui, moi c'est clair, hein, c'est clair. Je pense que dans ce genre de situation-là, le risque est énorme. Ou alors il faut avoir une canule de décharge centrale, mais il faut avoir quelque chose. L'avantage de l'Impella, c'est qu'on a vraiment un flux qui est conservé dans l'ensemble des cavités cardiaques jusque dans le culot aortique. Dans ta
Je vais peut-être laisser répondre Nicolas. Hier, on avait pas mal parlé de décharge. Alors, contre-pulsion, ça avait été quand même plébiscité. Par les Nous, dans ta équipes configuration parisiennes. là, d'une valve mitrale mécanique, nous, on va mettre Impella plus ODAP. Si on a un doute sur le VD. Si on a un doute sur le VD ou si on a besoin d'oxygénation. On veut vraiment maintenir du flux transpulmonaire. Mais si c'est dans le but de retirer l'ECMO, c'est louable en fait de décharger avec l'Impella. Ouais. Mais après, quand on regarde les séries, il y a eu deux séries, une dans le Jack HF, je crois, Pinot Circulation. Bon, alors, on comparait ECMO seul versus ECMO déchargé. Donc il y avait un meilleur outcome quand on était déchargé. Et certes, c'était avec l'Impella. Par contre, c'était au prix de multiples complications infectieuses et hémorragiques. Donc je crois que pour l'instant, on est plus sur des rentres experts, des avis d'experts, des habitudes de service, etc. Dire que c'est mieux de faire ça. Alors, si c'est pour enlever l'ECMO, c'est vrai que c'est très séduisant. Et après, dire que c'est la meilleure décharge... Là, vous êtes en périopératoire. Pourquoi vous ne parlez pas du tout d'une décharge gauche au bloc central? Centrale, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais personne... Tout à fait. Ouais. Moi, nous, on aime bien le Rashkin, entre guillemets. Non, mais une canule. Non, une canule de décharge. Oh non, y a pas, Une c'est ECMO lourd. centrale. Enfin, à Lille, apparemment, ils font Non, on ça. parle pas de décharge, Nicolas. Des décharges de canule d'ECMO centrale, quoi. Un ECMO central, nous, on fait plus du tout d'ECMO central. Nous, c'est vrai Il y a qu'on quand même en un fait- outcome qui est c'est beaucoup pareil. moins bon dans les différentes séries, enfin, à ma connaissance. Bah, Il y disons a des qu'à- centres, je crois qu'il y a des centres qui pratiquent encore beaucoup l'ECMO central. Il y a aussi des habitudes d'équipe. Notamment, il y a un centre proche de nous. Mais nous, c'est plus du tout notre pratique. Et dans nos séries, en tout cas, là, il y a une surmortalité nette. Erwan. Ouais, nous, on a arrêté l'ECMO central il y a quelques années aussi. Donc, dans le cas que vous dites, là, la mitrale avec un cœur atone qui ne marche pas du tout, je pense que la stratégie à Rennes va être de mettre une ECMO périphérique et de descendre et de faire la trioseptostomie dans la foulée, immédiatement. Mais comme on pourrait immédiatement mettre une Impella. Donc Moi, là, j'avais- on retombe dans la case de quelle est la meilleure décharge. Moi, j'ai pas la réponse personnellement aujourd'hui. Tout ce que vous dites me va, entre guillemets. Hein, voilà. Après, comme dit Nicolas, pour l'instant, c'est encore des affaires d'école, d'experts. C'est sûr que c'est le pire cas de figure, là, ce que vous avez montré, c'est cette mitrale avec un VG qui ne bouge pas. On voit qu'il y a de la stase dans l'OG. Il faut faire quelque chose. Donc à Nantes, je pense qu'ils mettront une ECMO centrale avec une décharge. À Montpellier, manifestement, vous mettrez une Impella. À Rennes, on appelle le cardiologue et on fait le Rashkin dans la foulée, c'est-à-dire qu'on n'attend pas 3 heures. Hein. Après, quelle est la meilleure attitude? Difficile à dire. Non, je crois qu'il n'y a pas de meilleure attitude. C'est au cas par cas. Et le principal enfin, je ne sais pas ce que vous avez comme expérience, mais c'est vraiment qu'il y ait une décision collégiale. Parce que le pire, c'est qu'il y en ait un derrière qui arrive avec ah ben non, c'est pas comme ça, c'est pas comme si. Il n'y a pas d'évidence-based médecine. On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait faire. Et c'est vrai que c'est une combinaison de ces deux stratégies qui, à mon avis, est intéressante. Pour revenir sur ce que tu disais des papiers, moi, je suis très dubitatif sur ces papiers qui montrent un effet sur la mortalité d'associés, etc. On n'a jamais la chronologie, ni combien de temps les gens ils ont été assistés par la double assistance ou mono-assistance. Jamais. Et ça, c'est vraiment, dans notre expérience, je pense que c'est pareil chez vous. On voit bien, quelquefois c'est avant, quelquefois c'est après, quelquefois c'est en même temps. Et moi, je suis un peu dubitatif là-dessus, hein, franchement. Hein. Donc, mais c'est vrai que l'association des deux est quand même intéressante, mais une nouvelle fois, c'est du cas par cas. Et puis ça dépend aussi de l'expérience chirurgicale, parce que on fait avec l'expérience que l'on a. Hein. Oui, monsieur, je voulais dire ça aussi, c'est que ça dépend. Tous les chirurgiens ne sont pas forcément très à l'aise avec la mise en place d'une Impella 5.0 avec l'abord vasculaire. Donc il y a quand même vraiment un problème de temporalité, à mon sens aussi, parce que probablement que l'Impella, quand on peut anticiper, c'est très bien, c'est probablement moins invasif que l'ECMO véno-artériel. Le problème, c'est que je pense qu'il faut que ça soit prévu à l'avance, quoi, et que dans le cadre d'une discussion entre les anesthésistes et les chirurgiens, on ait identifié ce patient pour rebondir sur les topos précédents comme étant très à risque de faire un syndrome de bas débit cardiaque. On se sera mis dans les conditions en termes de salle, de matériel, de chirurgien, de champage, etc. pour pouvoir mettre éventuellement une Impella 5.0, je pense. Et puis ensuite, si le patient est parfait, il sort éventuellement sur son Impella. Le problème, c'est les patients qui en fait vont sortir du bloc à 20h. On a vu que la déférence myocardique elle survenait dans les 4 à 6 heures qui suivent. On n'a pas prévu, on n'a pas anticipé, on n'a pas mis une Impella à ce moment-là. Et à 1h du matin, là, le patient est en grand bas débit, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, à mon sens, hein, en tout cas dans notre organisation locale, la mise en place de l'Impella 5.0 à 1h du matin, alors que le patient est pas bien du tout en réanimation, ça devient très difficile, quoi. Je pense que dans ces cas-là, malheureusement,
tout cas, c'est notre pratique et on va aller à l'ECMO véno-artérielle, quoi. On est bien d'accord, tu vois, mais tu vois, le cas où la patiente qui nous a été transférée, c'était dans la nuit, et c'était exactement le même raisonnement, quoi. Je veux dire, on a mis l'ECMO, et puis on verra demain matin pour la décharge, sauf que malheureusement, c'était déjà trop tard. Si, j'ai une dernière question. Ouais, vas-y, rapide. Il est remboursé, l'Impella est remboursé, mais là, les taux de remboursement que tu montres par rapport au coût de l'Impella, là, si j'ai bien vu, c'était 1 000 € de remboursement. Une Impella, ça vaut 18 000 €. C'est vrai? Parce qu'on Là, dit que ce qui était marqué, c'est les actes associés. l'Impella, parce que mais l'Impella va être... ça, c'est des... Elle est remboursée en post-cardotomie aujourd'hui. Voilà, c'est le remboursement 100%. plus la cotation des actes. C'est le... Ce que j'ai compris, mais... Moi aussi, j'ai compris ça. En tout cas, la seule indication dans laquelle un dispositif Impella est remboursé, c'est l'Impella 5.0 en post-cardiotomie. Le reste, en décharge, en tout ce qu'on veut, la 2.5, la CP, de toute façon, c'est pas remboursé. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci.